Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Bonsoir YouTube, bonsoir Instagram, bonsoir Facebook. Bonsoir à vous tous, c'est un plaisir d'être à nouveau dans notre projet Live 1929, tous les jeudis maintenant, en direct avec vous à 1929. Et si vous voulez avoir des informations sur nos lives, sur mes lives, tout ce qui se passe, si vous êtes sur YouTube, il faut cliquer sur la cloche, il faut s'abonner à la chaîne, sinon vous n'aurez pas de suivi, ok? Donc déjà, je vous demande d'abonner, pour vous abonner, de cliquer sur la cloche. Est-ce que vous avez bien cliqué? Deuxième chose, like. Bon, bah, j'ai choisi aujourd'hui un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. C'est effectivement comment évaluer les piliers digestifs de votre client ou de votre patient, évidemment, en prenant en compte la nutrition fonctionnelle qui est à côté. Déjà, ce nœud, qui est le nœud assimilation, qui est là, le nœud assimilation, qui est ici, vous voyez, ça c'est l'arbre de la nutrition fonctionnelle. Nous, on travaille à ce niveau-là. On va travailler tout ce qui est modifiable, les antécédents, les déclencheurs, les médiateurs, mental, spirituels, émotionnels, chercher l'étiologie, les causes du signes et symptômes de votre client ou de votre patient. Donc, on va mettre tout ça dans le nœud biologique. Ça peut paraître simple, mais c'est pas simple. C'est complexe, en fait. Et cette pilier assimilation est le pilier qui va se concentrer surtout sur les piliers digestifs, n'est-ce pas? Vous savez que le prix Nobel, il y avait un chercheur, Ilya Mechnikov, en 1908, il disait, la mort, en 1908, la mort commence par l'intestin. Si la mort commence par l'intestin, la vie aussi. La vie aussi. Et c'est pour ça que la nutrition fonctionnelle, elle va travailler dans un premier moment avec cette porte d'entrée qui va être déterminant de la majorité de maladies et qui va être déterminant de la vitalité positive de notre santé, qui est cette tractus gastro-intestinal, un tube qui va de la bouche jusqu'à l'anus, n'est-ce pas, qui va avoir plusieurs étapes avec différentes enzymes, différentes hormones, différentes pH totalement, complètement différentes, de la bouche qui est 6, l'estomac qui est 2, jusqu'au côlon et l'intestin grêle qui on va de 6 à 8. Après, il y a tout cet engrenage mécanique, chimique, qui va se mettre en place avec l'aide des glandes annexes, vésicules biliaires pour produire notre bile. Il y a aussi notre pancréas exocrine, pancréas endocrine, mais surtout dans notre cas de digestion, les pancréas exocrines responsables pour la production des enzymes digestives. On a aussi, à côté de tout ça, c'est comme si c'était un ballet, une orchestre qui va avoir un rapport direct avec l'hypothalamus et le noyau dorsal du vague, n'est-ce pas? Hypothalamus, hypophyse et aussi tout ce qui est surrénal, mais aussi au niveau du système nerveux. Quand on parle de digestion, on parle du système nerveux parasympathique qui peut éventuellement être écrasé par notre système nerveux sympathique parce que c'est un système très sympathique, parce que c'est le système qui va s'occuper de notre stress. Et le stress, il est absolument physiologique.
Ce qui n'est pas physiologique, c'est le stress chronique qui va augmenter les cortisol, qui va diminuer notre capacité ou qui va augmenter notre fente musculaire, qui peut même utiliser des protéines pour faire du glucose si on a besoin, n'est-ce pas? Donc, j'ai choisi ce thème parce que pour évaluer ce pilier chez votre client ou chez votre patient, ce n'est pas du tout évident. Pour cela, on a besoin de beaucoup de connaissances, de beaucoup de bases fondamentales, de beaucoup de vision. Et on commence toujours pour faire cette évaluation, je ne veux pas m'éloigner de mon thème, comment évaluer les piliers digestifs, qui c'est le pilier de l'assimilation, le principal de cette nutrition fonctionnelle. Évidemment, j'ai déjà fait mon QENF, qui est le questionnaire de nutrition fonctionnelle. Je connais l'âge, je connais la profession, je connais les difficultés physiques, les inactivités physiques de mon client. Je connais s'il a été exposé ou pas à toxicité environnementale ou même médicamenteuse. Je sais combien d'heures il fait d'activité physique. Je sais s'il travaille avec des horaires décalés. Je sais je connais sa situation familiale. Je sais le motif de sa consultation, que parfois il y a une diarrhée verbale. Quand la personne va raconter sa vie, il faut savoir contrôler cette diarrhée verbale du client. Il va raconter, et d'autres qui ne vont rien dire. Donc, est-ce que ce motif de la consultation, je sais en amont si c'est réalisable, si c'est possible, si c'est pas possible. Parfois, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça serait un exemple du possible? C'est que les femmes ménopausées, qui c'est mon spécialité, je dis à toutes les femmes ménopausées, vous n'avez pas besoin d'avoir un ventre. Vous pouvez avoir le ventre que vous aviez quand vous aviez 20 ans, quand vous aviez 30 ans. Si à ce moment-là, vous n'avez pas de ventre. Mais même si vous aviez, c'est possible pour toutes les femmes ménopausées de ne pas avoir ce ventre qui va la masculiniser, qu'elle va avoir aussi des cheveux qui tombent, des ongles cassantes, un ventre énorme, même pour celles qui sont minces, qui ont toujours cette olive, n'est-ce pas? Oh, je connais par rapport à ce client que je vais évaluer sa condition digestive. Maintenant, je peux me présenter, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente soirée. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe, aussi formatrice spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre comment appliquer la nutrition fonctionnelle de A à Z pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients, avec énormément de plaisir. Et aujourd'hui, on est là pour parler de comment évaluer les piliers digestifs. Et je vous dis que j'ai déjà fait mon QENF, questionnaire en nutrition fonctionnelle. Donc, je connais déjà tout ce que je viens de vous dire. Je connais les antécédents personnels de mon patient, les étiquettes, les maladies qu'éventuellement il peut avoir. Je connais les antécédents familiaux, ça veut dire dans sa famille, les gens, ils meurent de quoi? Je connais les traitements en cours, je connais les traitements passés. Je connais aussi, évidemment, dans un premier temps, on ne connaît pas tout du patient, mais on sait poser des questions et donc on connaît quels sont les points essentiels de cette anamnèse qui est ce qu'on appelle la timeline, qui est la ligne du temps du patient. C'est très important cette ligne du temps. Sans le questionnaire en nutrition fonctionnelle et sans faire la ligne du temps de la vie du patient, vous faites la vie depuis qu'il est né. Mais on saute parce que ça va dépendre de ce que mon patient, de son tableau clinique présent, actuel. On va fonder tout sur ça. Et donc, je connais de l'autre côté ici, là-haut, hop. Je connais tout ça de mon patient. Je connais son sommeil,
je connais son mode de vie, son activité physique. Quelle activité physique? Qu'est-ce qu'il considère comme activité physique? À quelle heure il va dormir? Est-ce qu'il dort dans de bonnes conditions ou est-ce qu'il fait le 3-8? Est-ce que, comme une patiente à moi qui dort assise, il y a de tout, hein? Elle ne dort plus, mais elle dormait assise. Je connais son modèle alimentaire. Modèle alimentaire, ce n'est pas, vous n'avez pas connaître le modèle alimentaire de quelqu'un à lui demander comme ça. Dites-moi qu'est-ce que vous mangez. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas connaître le modèle actuel de votre patient sans faire un travail approfondi. Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il y a de l'alcool? Est-ce qu'il y a un type est-ce qu'il y a accro à quelque chose? Alcool, tabac, sucre, sexe, jeu? Quelle est sa taille? Quel est son tour de taille? Quel est son poids? Est-ce qu'il se considère stressé? Quel est son biorhythme? N'est-ce pas? Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a tous les signes et symptômes, on va commencer à positionner les choses. Et on va positionner tout en même temps. Mais je vais vous prendre en main, on va prendre notre patient en main, et comme on va commencer par l'assimilation, il faut savoir que tous ces signes et symptômes, ils peuvent se répéter. Je peux avoir un signe qui est dans l'assimilation, je peux avoir un signe qui est dans l'énergie. Vous voyez? Ce n'est pas obligatoirement spécifique à un nœud spécifique. Et c'est pour ça qu'il est complexe. Et donc, ça, c'est la timeline que je vous ai dit, la ligne du temps. Il y a plusieurs façons de construire cette timeline. Je adore cette construction qui part de zéro, qui est dans la naissance de la personne, mais je ne vais pas utiliser là aujourd'hui cette timeline pour cela. Mais ça, c'est un outil pour faire la timeline. Donc, ce que je constate, c'est qu'une fois qu'on a la verborée du patient qui raconte tout, qui dit tout, ou l'autre qui ne dit pas grand-chose de notre patient ou de notre client, parfois, on va se trouver un peu comme ça. Je commence par où? Je fais quoi? Cette personne a des problèmes partout. Elle a des problèmes psychiques. Elle est en surpoids. Elle a des problèmes de sinusite. Elle a de dépression. Elle a des problèmes thyroïdiens. Je commence par où? N'est-ce pas? Donc, il va falloir évaluer. Et évaluer, aujourd'hui, on va donner un peu de lumière à l'évaluation digestive. Donc, la première chose que vous allez évaluer, qui j'insiste à chaque fois, je vais mourir d'insister sur ça, je vais vous dire tout ce qu'on va évaluer et après on revient, d'accord? Donc, on va évaluer la mastication, après on va discuter. On va évaluer la digestion gastrique. Regardez, je commence par là. Mais une fois que j'ai déjà toutes les informations en amont que je viens de vous dire. OK? Mastication, digestion gastrique, digestion biliaire et la digestion intestinale inclut le microbiote intestinal. Voilà, ça c'est le grand tableau de ce que j'ai l'obligation d'évaluer. Cette évaluation, elle peut être faite que par les signes et symptômes que votre patient va vous montrer, associés évidemment à une enquête alimentaire sérieuse, mais on peut aussi complémenter par des bilans urinaires, des bilans sanguins, des bilans salivaires qui seront proposés si on a besoin et si on a la capacité évidemment de les interpréter. Alors, regardons maintenant notre première étape qui est effectivement la mastication. Et la grande question qu'on pose aux patients est: mâchez-vous bien? Il y a un groupe qui va dire oui. Essayez vous-même de me répondre. Il y a un autre groupe qui va dire je ne sais pas. Il y a un groupe qui va dire non. Commençons par le groupe qui va dire oui. On va dire que je demande au patient, est-ce que vous mâchez bien? Le patient me dit oui. Et là, je vais lui demander, mais comment vous le savez que vous mâchez bien? Comment vous savez qu'une personne mâche bien? C'est ça la question.
vous allez me dire peut-être par le temps de mastication. Ah, je mâche 2 minutes ou par le nombre de fois que vous mastiquez. Non, ce n'est pas la meilleure façon de mesurer. Ah non, Elisa, pourquoi? Parce que le temps de mastication d'un yaourt, c'est pas le même temps de mastication d'une carotte crue. On est d'accord? La consistance, c'est pas la même. Donc, le temps de mastication et le nombre de fois, c'est pas le même. Et donc, cette proposition qui d'ailleurs, je vous ai montré dans notre... pour ceux qui ont regardé la masterclass de la thyroïde, je vous ai dit ça, mais il y avait un autre élément très important qui est avaler comme si c'était un bruit de bébé. C'est ça. Est-ce que vous, quand vous mastiquez, quand vous avalez, c'est comme une bouillie? C'est tout mou. Là, ça veut dire que vous mâchez bien. Si vous ne faites pas ça, vous avez besoin d'une rééducation. Vous avez besoin d'une explication. Mais peut-être vous allez me dire, ah non, mais je n'arrive pas à mâcher. Ah! Donc, on va voir une autre question sur la mastication, qui est mauvaise dent, qui est mauvaise occlusion. Parfois, c'est même pas mauvaise dent, c'est mauvaise occlusion. Le dent inférieur ne touche pas le supérieur. Comment vous les mâchez? Et là, on peut avoir un problème de articulation temporo-mandibulaire, d'ATM, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir aussi un problème parodontal. Donc, les gens qui ont des problèmes parodontal, oui, ils peuvent avoir de douleurs au niveau de la mastication parce que ça fait une pression sur les fibres, les ligaments alvéolo-dentaires qui fait une douleur pas possible. Et donc, ils n'arrivent pas à mastiquer. Et vous savez, parce que j'ai déjà parlé beaucoup de l'importance de cette mastication. Mais la question que je vous pose, c'est celle-là. Regardez, ça c'est une panoramique d'un patient. Et d'un patient que vous voyez que sa table, là, on a plus de dents postérieures. Tout est en vrac. Tout a été déjà touché. Regardez, on a des réabsorptions partout, n'est-ce pas? Comment vous voulez que cette personne marche bien? Comment vous voulez? Donc, ma question est, combien de patients vous envoyez chez le dentiste dans votre cabinet? N'importe si vous êtes coach sportif, n'importe si vous êtes dentiste quand même, n'importe si vous êtes médecin, coach sportif, naturopathe, éthiopathe, par exemple, il y a des chiropracteurs qui travaillent l'ATM, l'articulation temporomandibulaire. Il y a des dentistes qui travaillent, il y a des dentistes qui ne travaillent pas l'articulation temporomandibulaire. Je trouve ça hyper intéressant, je ne sais pas vous. Donc, vous voyez toutes les questions qui vont partir de cet événement mastication. OK? Si vous ne mastiquez pas, soit par tout ce que je viens de vous expliquer, ça, vous avez une tendance probablement d'avoir une dysbiose. Plus vous êtes âgé, plus vous aurez cette dysbiose. Vous n'allez pas bien mastiquer et donc, on n'aura pas les protéines qui vont devenir polymères monomères. On n'aura pas cette possibilité de lutter avec notre protéine acide aminé qui vont déclencher peut-être, vont faire une hyperméabilité intestinale avec les bactéries qu'on va avoir. On peut avoir au niveau du côlon, et je suis bien loin maintenant, on peut avoir une dysbiose, mais une dysbiose par putréfaction par exemple, excès de protéines. On peut avoir aussi dysbiose par fermentation, côlon ascendant. On peut avoir aussi, à un niveau beaucoup plus haut, un problème au niveau estomacal. On peut avoir des reflux, on peut avoir des problèmes de digestion
de lipides. Tout ça, mastication. On commence déjà par là. Deuxième point, la digestion gastrique. Et quand on parle de digestion gastrique, on va se poser oui ou non. Vous avez des problèmes de digestion gastrique? Oui ou non? Si oui, quand vous avez ce problème? Vous allez remarquer que quand on parle d'une assimilation, du tractus gastro-intestinal, la question quand, elle est extrêmement importante. Parce que quand vous mangez trop gras, par exemple, alors, là, la personne peut me dire, j'ai des spasmes. Je vais vous donner plusieurs signes et symptômes. J'ai des spasmes. Et là, vous allez dire, quand vous mangez trop gras, si vous dites, oui, quand je mange trop gras, j'ai des spasmes, vous allez commencer à faire ce qu'on appelle des hypothèses de diagnostic nutritionnel. Peut-être cette personne a une dysfonction vésiculaire. Et là, vous pouvez me dire, Elisa, peut-être elle a une cholocystectomie, ça veut dire elle a enlevé sa vésicule biliaire. Est-ce que ça, c'est un signe obligatoire de spasme et de problèmes de digestion de graisse? Non. Il y a des patients qui vont se réadapter en utilisant, attendez, je vais vous montrer ici. Ici, on a le canal cystique. Si j'enlève ça, tout cet stockage de la bile qui se fait au niveau de la vésicule biliaire, elle va se faire ici, au niveau du ducte commun, ou qui va appeler ducte hépatique. OK? Donc ici, on a le canal hépatique, ducte canal hépatique, avec notre canal cystique qui va former notre canal commun, qui c'est le canal cholédoque. Et donc, on peut avoir à ce niveau-là, le stockage pour ceux qui n'ont pas de bile. Qui n'ont pas de vésicule biliaire. Parce que la bile, évidemment, ils ont, parce que ça, c'est formé au niveau caniculaire du foie. Et donc, on peut avoir, mais ça peut, une cholécystectomie peut entraîner une mauvaise digestion de graisse, mais parfois la personne, elle a tout et elle va aussi avoir une dysfonction vésiculaire. Et là, il va falloir qu'on cherche plus loin, d'accord? On pouvait aussi parler d'un problème au niveau de spasme, et pas quand je mange du gras, mais un problème quand je mange plutôt tout le temps. Un problème des spasmes, le quand c'est important. Quand je mange trop gras, je vais penser à cette possibilité. Mais quand, je demande à mon patient, quand vous avez des spasmes, à peu près tout le temps. Et là, on va penser à qui? On va penser, on va penser à cette situation. On va penser à cette situation-là. Qu'est-ce que c'est cette situation-là? Est-ce que vous pouvez reconnaître? Ici, on a la lumière de l'estomac, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça, c'est une cellule pariétale. Cellule qui va produire notre acide chlorhydrique. Vous vous rappelez de ça? J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois dans cette chaîne. On a la production mitochondriale ici, c'est énorme. Une quantité de mitochondries absurde. Mitochondrie va produire CO2, l'eau. CO2 et l'eau vont produire le gaz carbonique. Le gaz carbonique très instable. J'aurai l'anhydrase qui va agir ici pour faire H2O plus CO2, anhydrase carbonique, là, AC, vous voyez, qui va former ces acides carboniques qui est instable et qui va me donner proton plus bicarbonate. Le H+ sera utilisé dans la lumière pour produire mon HCl. Là, on a le chlore, on a la pompe sodium, on a la pompe potassium, proton, ATPase.
Mais on n'est pas là pour expliquer la production de acide chlorhydrique. Mais vous savez que ça va entraîner cette libération à partir de la présence de la gastrine, qui est une hormone qui va arriver et qui va promouvoir cette libération. Pas que la gastrine. Plusieurs hormones vont libérer cet acide chlorhydrique. Mais si je suis un hypochlorhydrique, et pourquoi je serais un hypochlorhydrique? Un hypochlorhydrique, parce que peut-être ici, ok, cette pompe potassium, proton, ATPase, elle est bloquée. Bloquée par qui? Par un inhibiteur de pompe à protons, IPP, qui le médecin, pour une raison que je ne sais pas dans l'histoire là que je suis, parce qu'il n'y a pas un patient, je voudrais bien savoir. Parce que si c'est une IPP qu'il prend, ça fait quelques jours et qu'il va arrêter, tout va bien. Mais si ça fait, comme je connais, 12 ans, 20 ans que la personne prend des IPP, là on a un gros souci. Parce que cette personne sera un hypochlorhydrique tout le temps. Et donc on aura des problèmes tout le temps. On sera plus susceptible à mycose, augmentation de champignons, augmentation de bactéries, augmentation de bactéries gram négatives, augmentation d'infections, augmentation d'infections au niveau du côlon, augmentation d'infections au niveau du grêle, possibilité de SIBO. Que pour ça. Alors, j'ai posé cette question. OK? Mais au niveau de la digestion gastrique, on peut avoir aussi des brûlures, n'est-ce pas? Des brûlures, qu'est-ce qu'on va associer? Vous avez des brûlures, monsieur? Vous avez des brûlures d'estomac, monsieur? Il va dire, ah oui. Alors, quand? On a beaucoup de conditions qui vont promouvoir cette brûlure, n'est-ce pas? Une de ces conditions très importantes, c'est le stress. Est-ce que tous les gens qui ont du stress ont de brûlures? Évidemment que non. Le stress va jouer quand c'est vraiment un stress. Ça veut dire, soit on est en burn-out, on a eu une augmentation de cortisol et on n'a plus. Dans ces conditions-là, on va avoir un problème avec la mélatonine. On va avoir des problèmes avec d'autres hormones. On va avoir un chamboulement complet. On va avoir une histoire derrière tout ça, une histoire de vie, un événement important pour que la personne soit stressée à ce point-là de causer de brûlures d'estomac. Et il ne faut pas, il faut arrêter de mettre toutes les causes sur le stress. Le stress, il a des explications, mais on ne peut pas dire à tout le monde c'est parce que vous êtes stressé. Ça peut être une façon de refus, de fuite, de compétence. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, donc je mets la faute sur le stress. C'est pas ça que je vous dis. Hein? Donc, quand on a le stress, qu'est-ce qu'on va voir? C'est très simple. Déjà, à la base, on a notre système nerveux sympathique qui prend le dessus. Sympathique, adrénaline, noradrénaline, n'est-ce pas? Qui vont partir et vont agir dans tous nos organes. Donc, on aura une inhibition de parasympathique. On n'a pas parasympathique et sympathique qui fonctionnent en même temps. OK? C'est pour ça qu'une personne qui va faire un marathon et elle court, elle n'a pas envie de faire ni pipi ni caca et ni de digérer. Parce qu'elle est en train de, son système nerveux sympathique est en pleine action. OK? Et donc, oui, consommation de chewing-gum, bonne rabat, tout à fait, aussi. Donc, brûlure, mais je suis encore dans le, j'allais parler du chewing-gum, je parle encore. Je suis en train de parler du stress. Donc, on aura le sympathique qui prend le dessus et la digestion, elle est faite par le système nerveux parasympathique, par le nerf vague, le nerf dorsal du vague qui a le réflexe long, le réflexe court, qui va avoir toute une communication avec le récepteur de notre muqueuse, de notre sous-muqueuse, dans la sous-muqueuse de nos organes, dans nos organes intestinaux, organes
Là, je parle d'estomac, je parle d'intestin grêle, duodénum, côlon. Donc, l'acétylcholine du vague, qui est, la substance qui va arriver, qui va promouvoir cette digestion, elle sera absolument bloquée. Et donc, il n'y a pas. Et donc, on aura une symptomatologie d'une personne qui n'a pas une bonne digestion. D'accord? Donc, ça, c'est une des raisons. L'autre raison de ce reflux peut être mécanique. On a un problème aussi au niveau de l'ésophage, un sphincter inférieur qui doit ouvrir et fermer avec un rythme. Il perd ce rythme. Ça peut être une cause. On a aussi une autre cause, et il peut perdre ce rythme à cause du stress aussi. Hein. On a aussi la question de brûlure quand la personne, c'est pas qu'elle est stressée, mais quand elle mange gras. Et là, on aura à nouveau une dysfonction vésiculaire. Ah, j'ai déjà parlé du reflux, pardon. Là, reflux. Mais en revenant ici à notre brûlure, je voudrais que vous rappelez de la notion ici. Ça, c'est tout simplement, si vous faites l'estomac, vous allez voir qu'on a des cryptes, n'est-ce pas? Ce crypte-là, ça, c'est du plus haut qui est fait communication avec la lumière de l'estomac. Je suis au niveau de l'estomac là, estomac. Donc, on va voir que la première couche, c'est cette couche à mucus superficielle, vous voyez. Et pourquoi c'est le mucus, la couche principale et superficielle? Parce que c'est elle qui protège le propre estomac contre le pH qui va baisser beaucoup par la libération par la cellule pariétale de l'acide chlorhydrique. Et donc, si un autre problème qu'on aura au niveau de reflux, là, que je vais parler, que j'ai déjà parlé, c'est la question de problème au niveau de la cellule à mucus superficielle. On va voir ça, ok? On va voir ce type de problème. Cellule G, production de gastrine, qui va être paracrine. Cette cellule G produit une gastrine 17, qui va rentrer dans la circulation sanguine, qui va revenir à l'estomac pour stimuler la production de cette cellule pariétale, pour stimuler la pompe proton-potassium. On a la cellule principale responsable, elle, pour la production de pepsinogène, qui va devenir pepsine à partir de la production de l'acide chlorhydrique de la cellule pariétale, n'est-ce pas? Donc, voilà le format. La glande digestive, c'est ça. Et là, ce format-là. Et là-haut, on a le mucus. Et là, c'est un zoom de cette glande digestive. Elle se présente comme ça. Donc, pour les brûlures, en répétant, on a les stress, on a, je n'ai pas parlé du café, excès d'alcool. Pourquoi? Le café et l'alcool vont faire que ce mucus ne soit pas fonctionnel, non fonctionnel. Le chewing-gum, comment bien dire Rabat, parce que le corps pense que va arriver des aliments et l'aliment n'arrive pas, et quand même on produit de l'acide chlorhydrique sans aliment à cause de mastication. Tu es en train de mastiquer, rien du tout. Ça, c'est pas du tout bon. Et le patient, en termes de digestion, peut avoir aussi des reflux, n'est-ce pas? Que je viens de vous expliquer. Le stress aurait une raison, un problème mécanique au niveau de l'esphincter inférieur de l'ésophage, manger gras, dysfonction biliaire, vésiculaire, peut causer aussi des reflux. Et la personne, elle peut avoir aussi, pas de tout ça, mais avec un ballonnement, par exemple. N'est-ce pas? Tout ça représente dysbiose. Elle n'a rien de ça avec ballonnement. Tout ça représente de dysbiose. Ah, Elisa, alors c'est bon. Ah non, c'est pas bon. On est encore dans la digestion gastrique. La vidange
est-ce qu'on a un défaut de vidange? Vidange, c'est quoi? C'est le bol alimentaire qui est au estomac, qui sera vidé dans le duodénum. Et là, on a un grand processus altération biochimique parce qu'on aura le chyme qui est acide, qui va devenir d'un coup chylé, qui est basique. Mais comment ça va devenir basique? Ah bah, ça va devenir basique à l'aide du bicarbonate qui va venir du pancréas. Ce bicarbonate va venir par le canal principal de Wirsung, qui va déverser ça dans la ampoule de Vater avec la bile qui vient de notre vésicule biliaire pour faire l'émulsification de gras. Tout ça va se mélanger à ce niveau-là. Et cette vidange, on aura quelques ml qui vont arriver de temps en temps. Ce n'est pas tout ce qu'il y a dans l'estomac qui passe directement, évidemment que non. On n'a que une petite quantité de ml qui passe du niveau de l'estomac au duodénum pour que petit à petit, on fait que ce duodénum devient de plus en plus alcalinisé. C'est l'alcalinisation du tractus gastro-intestinal. OK? Donc, les défauts de vidange, si oui, la grande question de tout ce qui est intestin, quand? Ah, quand je mange trop gras, vous savez déjà, dysfonction biliaire, on peut penser à ça. Tout le temps, vous pouvez penser à l'hypochloridrie. Donc, vous voyez que les choses se mélangent. Les choses se mélangent. Et on peut avoir aussi des problèmes d'éructation, de RO, n'est-ce pas? Oui, régulier, on peut penser à hypochloridrie. Non, stress, on peut penser aussi à hyperchloridrie dans le cas de éructation très vite. On peut penser aussi au stress. Je vous donne ce qui est, on trouve énormément au niveau de notre cabinet. C'est très fréquent, tout ce que je suis en train de vous dire. Mais tout ça, comme je vous ai dit, va amener à cette fameuse dysbiose. En fait, dysbiose, c'est quoi? C'est une altération quantitative et qualitative de notre microbiome. Dysbiose intestinale, si je parle de microbiome intestinal. Microbiome, c'est tout ce qui est champignons, bactéries, parasites. Microbiote, c'est plutôt les bactéries, on a cette notion, mais microbiome, c'est tout. Microbiote intestinal, microbiote vaginal, microbiote buccal, ok? Mais là, on parle de dysbiose intestinale, un déséquilibre de la flore bactérienne et même fongique de notre tractus gastro-intestinal, plutôt on est dans l'intestin là, plutôt, qui est différemment d'une eubiose, qui est un tractus gastro-intestinal complètement sain. Passons maintenant à la question de digestion des graisses. Si on parle de digestion des graisses, et spécifiquement, on va parler de la digestion biliaire. Alors, cette digestion de graisse, elle est bien ou pas bien? Si elle n'est pas bien, à nouveau, toujours quand on parle de graisse, si on ne veut pas aller à une condition très lourde, on va penser à vésicule biliaire. Ah non, je veux penser à quelque chose de beaucoup plus grave. On va penser à un dysfonctionnement pancréatique. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. On a moins de main dessus. Il y a dysbiose avec des problèmes d'estomac, est clair et net, parce que une altération au niveau de l'estomac, vous allez altérer la chaîne entière. Vous allez laisser passer de microbiotes, de bactéries qui peut-être ne devraient pas aller au duodénum. Et le duodénum, il y a très peu de bactéries au niveau du duodénum. Ça va se augmenter cette capacité de microbiote au niveau du côlon. Mais le duodénum ne doit pas être populé de bactéries. Et si votre estomac a un problème,
ces bactéries peuvent éventuellement passer. Et là, on a effectivement une dysbiose. OK? Donc, j'étais en train de dire la digestion des graisses. On peut avoir, évidemment, la lipase. On peut avoir la lipase buccale, lipase gastrique et la principale de lipase, qui c'est la lipase pancréatique. Si on a un problème au niveau du pancréas, là, on a un gros problème. Mais, normalement, nos patients auront des problèmes au niveau plutôt de vésicule biliaire. Problème cholagogue, problème cholérétique, je ne sais pas. Il va falloir traiter tout ça. Traiter comment? En train de donner des médicaments? Évidemment que non. Selle salissante, vous connaissez? Est-ce que vous avez la selle salissante? Oui. Quand? Quand je mange du gras, ça c'est dysfonction biliaire. Sinon, tout le temps, ça peut être stress. Mais vous voyez, quand on a de digestion, problème de digestion de graisse, c'est tout le temps. Quand on a des problèmes de stress, ça peut avoir des pics. Ça veut dire de moments qu'on est plutôt... Une personne qui a un problème de digestion de graisse qui n'est pas lié aux selles salissantes, qui ne sont pas liées au stress, elle est en vacances, par exemple. Et pour elle, vacances, c'est important. Elle n'a rien. Mais la personne qui a un problème de vésicule biliaire, elle peut être en vacances ou pas, elle aurait ce problème-là. Alors, vidange gastrique lente. Si la personne a une vidange gastrique, oui, la question est quand? Dysfonction biliaire, stress, je vous jure, hein, c'est comme ça. Hein. Vous pouvez, par exemple, au niveau du stress, penser à un déficit de magnésium. Et si on parle de la digestion intestinale maintenant, on a vu la mastication, la digestion gastrique et la digestion biliaire. La digestion intestinale, je vais commencer pour vous donner une notion. Pourquoi? Sinon, on va passer la nuit ici. Donc, on a le transit. Transit, vous savez qu'on peut avoir. Première situation, diarrhée. Alors, on a diarrhée de cause qu'on appelle vraie et cause qu'on appelle fausse. On commence par le faux, qui est très simple. Vous avez mangé quelque chose pourri. Vous pouvez avoir une diarrhée. Ça, ok, mais ça, c'est ponctuel. Ça, vous pouvez même aller à l'hôpital parce que vous allez être dans un état pas possible. Mais ça, c'est une diarrhée ponctuelle. Je voudrais vous parler de la diarrhée de cause primaire, vraie, vraiment. Ok? On pourrait passer, on va réfléchir ensemble. Évidemment que la diarrhée va entraîner une dysbiose. Ça, c'est sûr. Vous allez perdre beaucoup de liquide. Vous allez perdre beaucoup de composants hydroélectrolytes, sodium et tout ça. Vous allez perdre de l'eau absurdement. Donc, on est déjà en dysbiose. Mais est-ce que cette diarrhée est une intolérance alimentaire? Une inflammation digestive? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Très important l'intolérance alimentaire. Très importante l'inflammation digestive. Très important parce que la personne, elle peut avoir diarrhée et constipation, ou elle peut avoir seulement constipation. Si on a seulement diarrhée, on peut penser à intolérance alimentaire, à inflammation digestive, et sans compter les causes qui sont des causes, comme je vous ai dit, que vous n'avez pas un dysfonctionnement permanent. Vous avez mangé quelque chose pourri, vous avez fait une bêtise quelque part, ok? Mais on peut avoir des problèmes d'irritabilité, syndrome du côlon irritable, qu'on peut avoir une diarrhée tout le temps, n'est-ce pas? Et on peut avoir aussi la fameuse constipation. Déjà, quand je pense en constipation, on commence par la base. Vous vous rappelez que tout ça, diarrhée, constipation, quand parfois je vais commencer à traiter ça, c'est déjà traité. Parce que j'ai déjà regardé tous les modifiables du patient. Et je vais voir peut-être insuffisance de fibres, cause constipation.
Hydratation, votre patient, votre client, il est bien hydraté. Sédentarisme, aucune activité physique. Donc là, quelle est la solution? Éducation du patient. Il va falloir manger plus de fibres, hydrater et activité physique. Sinon, il ne va jamais se livrer de cette constipation. Ça, c'est clair. Quand on a une constipation, on va demander aussi quand. Depuis toujours peut être ce que je viens de vous dire. Depuis toujours, je suis constipée. Fibre, hydratation, sédentarisme, dysfonction biliaire. Ok? Non. Je suis constipée là, en ce moment. Peut-être une diminution de fibres, d'hydratation, de sédentarisme aussi. Et aussi le stress. Ça peut jouer. Ok? Là, on est en train de considérer les choses simples. Parce que je peux aussi avoir la maladie de Parkinson. Mais ça, ce serait dans la matrice. Et donc, j'aurais compris l'explication. L'échelle de Bristol, j'utilise tout le temps. Tout le temps. On a besoin de la banane. Si n'est pas la banane, si on est en dessous de Bristol avec de petites boules, de choses très sèches, on est vers la constipation. Si on est dans l'échelle de Bristol, quand on commence, on est dans le panneau diarrhée. Mais on peut avoir les deux. Hein. Après, on a considéré tout ça. Attendez, je regarde l'heure. Ah. Après, on a considéré tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'on peut avoir. Il va falloir faire le même questionnement, les mêmes analyses vis-à-vis de ballonnement, vis-à-vis de gaz, les spasmes qu'on avait parlé. Tout ça mérite beaucoup de questions. Je vous continue à donner des exemples. Les ballonnements. Vous avez du ballonnement? Si oui, quand? Tout ce qui est digestif, demandez quand. Digestif, quand? Si après le repas, combien de temps après le repas? Si c'est immédiatement, plus, beaucoup de gaz, on peut penser en SIBO. Est-ce que le gaz est malodorant? Est-ce que le gaz n'est pas malodorant? Fermentation, putréfaction, ok? Est-ce que on va avoir de gaz après 2 heures? Ça, c'est plutôt de dysbiose. Alors, j'étais en train de vous dire que 2 heures après le repas, en fin de journée que vous avez de ballonnement. Peut-être tout ça sont des hypothèses cliniques nutritionnelles, diagnostics nutritionnels. Dépassement de la capacité digestive de la personne. Pourquoi? Insuffisance biliaire. Vous savez que la bile, elle va rentrer dans un cycle qui s'appelle entérohépatique. Ça veut dire un petit peu va dans les selles de la bile, les selles biliaires, et ce sel biliaire va revenir au niveau du foie pour être reconjugué. Pourquoi, Elisa? Parce que vis-à-vis de notre corps, on ne produit pas suffisamment de sel biliaire. Et donc, il est reconjugué. Si vous mangez énormément de gras, alors c'est une catastrophe. Si c'est en fin de journée, on peut penser à dépassement des capacités digestives, comme je viens de vous dire, par insuffisance biliaire. Insuffisance pancréatique, c'est plus grave. Hypochloridrie, tout ça est dans ce questionnement de ballonnement. Vous voyez, c'est pas simple. Hein? Et une autre question qu'on peut se demander, c'est que vous êtes ballonné avec quoi? Première, quand? Quand et plus après le repas, entre le repas, le soir, ça c'est quand? Et maintenant, c'est avec quoi? Ah, je suis ballonné avec fibre, avec sucre, avec intolérance alimentaire. Il faut savoir les IgG de ce patient, n'est-ce pas? Candidose, peut-être. C'est un élément à mettre en considération, candidose. N'est-ce pas? Dans ce cas-là, de ballonnement, de gaz. Avec on peut avoir aussi de ballonnement avec protéines. Dysbiose par putréfaction du côlon, comme je vous ai dit. Si beaucoup de gaz, vous pouvez penser même à SIBO.
à fermentation, à candidose. Dysbiose, c'est parce qu'il y a un déséquilibre, mais qu'il va falloir chercher le pourquoi et le comment. C'est pour ça que c'est pas simple. Mais ce qui est important, c'est que dans tout ça, il ne faut pas aller plus loin si vous n'avez pas réglé les problèmes d'assimilation. Mais vous allez regarder les autres nœuds pour résoudre le problème d'assimilation. C'est ça qui est complexe. Parce que si mon patient a une hypothyroïdie frustre, par exemple, on peut avoir une vidange gastrique beaucoup plus lente. On peut avoir des constipations. Vous voyez? Et donc, on va travailler tout ça avant. Écoutez-moi. Hein? Sommeil, mouvement, nutrition, hydratation, stress, tout ça, pour voir si on a une bonne réponse au niveau d'assimilation. Si on n'a pas, on va penser à tout ce que je viens de vous dire. Et s'il n'y a pas, on va chercher ailleurs. C'est comme ça qu'on travaille. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ce qu'il va falloir, c'est notre question de ce soir. Comment évaluer le pilier digestif de votre client ou de votre patient? Pour cela, vous avez besoin de la physiologie. Vous avez besoin de la physiologie digestive. Vous avez besoin de la bouche. Vous avez besoin de connaître parodonte, les dents, la position des dents, l'ATM, les enzymes salivaires, tous les hormones. Vous avez besoin de connaître les glandes annexes comme le pancréas, la vésicule biliaire, le foie, la biochimie. Comment on produit des sels biliaires? Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est un sel biliaire primaire, secondaire? Qu'est-ce que c'est cette circulation entéro-hépatique? Qu'est-ce que c'est la bilirubine? De quoi est constituée la bile? Où elle va se former? Quelle est l'action de cette bile? Comment on forme des micelles? Qu'est-ce que c'est kilomicron? Qu'est-ce que c'est cholécystokinine, sécrétine, entérokinase? Si vous ne savez pas ça, vous n'allez pas transformer la vie de votre client ni de votre patient. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour vous montrer de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. Et c'est pour cela que je vous dis, vem comigo et à la prochaine. Je vous fais un gros bisou et à bientôt. Vem comigo!